Merci, mon général. Alors, nous avons 8 questions publiques dans la limite de 1 minute par question. Et je rappelle que nous aurons une séquence supplémentaire à huis clos pour les questions comme pour les réponses. La parole est à Frédéric Boccaletti. Merci, Monsieur le Président. Mon général, gagner la guerre avant la guerre, ce sont les mots que vous avez employés à l'occasion de votre discours sur votre vision stratégique pour les armées françaises. L'intensification des crises et le retour du conflit de haute intensité, couplé à la masse toujours plus importante de données à traiter, impose une réorganisation profonde à la direction du renseignement militaire. Effectivement, le renseignement militaire est indispensable pour l'appui aux opérations, l'appréciation autonome des situations et pour l'évaluation de la menace à long terme. D'abord humain, le renseignement est maintenant cyber, mais aussi électromagnétique. Il est récolté aussi bien sur Terre que dans l'espace et via notre système spatial de renseignement. Les techniques de renseignement mises en place par les Américains ont permis de prédire l'imminence du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce que nos services français n'ont pas directement perçu. La perfectibilité du renseignement français semble avoir été prise en compte dans la nouvelle LPM, dans laquelle un effort substantiel et des capacités perfectionnées seront accordés à la direction du renseignement militaire. En général, estimez-vous cet effort suffisant et à la hauteur des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale? Je vous remercie. Merci. La parole est à Isabelle Santiago. C'est mieux comme ça. Excusez-moi. Tout d'abord, je souhaite réaffirmer ma reconnaissance et entier soutien à l'égard de nos armées, à ces femmes et ces hommes engagés à servir dans nos armées. Je souhaiterais avoir, mon général, votre avis sur l'archipel France, à savoir si la construction de la LPM répond à ce défi. D'ores et déjà, on sait que c'est le haut lieu de compétition, les océans, la mer, et la pierre angulaire avec l'Indo-Pacifique. Et je voudrais savoir si nos bases navales dans l'océan Indien, en Indo-Pacifique et plus généralement nos outre-mer sont en capacité d'accueillir la montée en puissance nécessaire face aux enjeux de la tyrannie des distances, mais aussi s'il ne serait pas temps d'affirmer que notre territoire d'outre-mer sont notre richesse et de rappeler que la France est d'abord une puissance maritime, qu'elle est la deuxième zone économique après les États-Unis et devant l'Australie aussi. Est-ce qu'il est nécessaire dans cette LPM aussi de savoir, face aux multichamps et aux problématiques qu'on leur rencontre, si on doit investir sur de nouvelles infrastructures pour des projections plus en adéquation avec la tyrannie des distances? Merci. La parole est à Vincent Bru. Merci, Monsieur le Président. Mon général, les menaces qui pèsent sur nos outre-mer ont été précisées dans les orientations de la LPM, cernées par des tentatives de déstabilisation d'acteurs étatiques ou non étatiques, menacés dans l'Indo-Pacifique, notamment par la Chine, et qui doivent en plus faire face à un réchauffement climatique. À ces menaces est ajoutée la perte de puissance liée par la RGPP en termes de baisse de personnel, moins 25%, et de perte de matériel, notamment les bâtiments de transport léger. La LPM envisage une montée en puissance de nos défenses en Outre-mer. 13 milliards d'euros sont prévus. Ma question porte sur le renforcement de nos capacités opérationnelles en Outre-mer, plus spécifiquement en Indo-Pacifique. Pouvez-vous préciser la forme que prendra le premier échelon renforcé et le durcissement de commandement qui sont évoqués dans l'annexe de la LPM? Et pourriez-vous préciser les dotations en patrouilleurs outre-mer? Je vous remercie. Merci. La parole est à José González. Merci, Monsieur le Président. Mon général, messieurs les officiers, vous le savez certainement, le groupe du Rassemblement national est fortement attaché à la sanctuarisation de la dissuasion nucléaire par ses forces océaniques et aéroportées. En effet, si un État étranger avec quelques velléités de vouloir annihiler la France, il sait qu'il devra le faire avec des dommages contre lui, des dommages inacceptables. Pourtant, la potentialité d'un conflit de haute intensité n'a jamais été aussi réelle et la question de l'utilisation de l'arme nucléaire se pose nécessairement. À titre d'exemple, les Américains ont menacé les Russes de pulvériser leur flotte en mer Noire avec la bombe nucléaire. Chez nous, en 2020, le président de la République Emmanuel Macron a souligné que si la France était le seul État membre de l'Union européenne doté, les intérêts vitaux de la France, tels qu'ils avaient été définis par François Mitterrand, puis consolidés par Nicolas Sarkozy sous l'angle de la stricte légitime défense, avaient désormais une dimension européenne. De même, il a rappelé, l'automne dernier, que la doctrine française strictement défensive n'avait pas vocation à changer.
Dès lors, sur le volet dimension européenne, qu'est-ce que cela impliquerait pour la France si, par exemple, la Russie franchissait la frontière polonaise? La France doit-elle, elle aussi, songer à ce nucléaire tactique? Ne conserverons-nous que le volet défensif de notre dissuasion ou envisageons-nous la possibilité d'une arme nucléaire tactique utilisable cette fois-ci en attaque? Je vous remercie, mon général. Merci. La parole est à Delphine Ingemann. Merci, Monsieur le Président. Général, pour mener à bien un conflit aux côtés de nos alliés, il ne suffit pas d'aligner plus de soldats, plus d'équipements sur le terrain. Il faut aussi mettre en œuvre les moyens pour assurer un commandement au niveau d'une division et donc disposer de moyens de transmission performants et interopérables. Élu dans le Puy-de-Dôme sur une circonscription où est basé le 28e régiment de transmission, d'Issoire, je souhaiterais avoir des précisions sur la place accordée aux transmissions dans la future loi de programmation militaire. Je vous remercie. Merci. La parole est à Julien Rancoul. Merci, Monsieur le Président. Mon général, le projet de la LPM 2024-2030 porte indéniablement l'ambition de développer les drones au sein de nos armées. Je veux vous interroger sur la préparation opérationnelle et la coordination que va impliquer l'arrivée d'une multitude de drones supplémentaires au sein de nos armées dans les prochaines années. Le développement des drones se fera dans nos 3 armées et non pas uniquement dans l'armée de l'air et de l'espace. Ainsi, est-ce que le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes rattachées à l'armée de l'air et de l'espace a vocation à travailler davantage avec les 2 autres armées sur la maîtrise de l'espace aérien? Ou alors, est-ce que des groupements tactiques interarmes, issus par exemple de l'armée de terre, ont vocation à s'autonomiser dès qu'ils emploieront leurs drones? Enfin, en termes d'effectifs, quelles seront les répercussions de l'arrivée massive de drones dans nos forces au niveau des besoins de recrutement et de formation de nos soldats? Je vous remercie. Merci. La parole est à Laurent Jacobelli. Merci, Monsieur le Président. Mon général, une toute petite minute pour essayer d'exprimer une grosse inquiétude sur l'équipement. Une inquiétude qui toucherait nos 3 armées. Tout d'abord, sur le programme Scorpion, si j'ai bien compris, il y aurait un report de livraison sur plus de 1206 véhicules et il faudra aussi attendre 2035 pour bénéficier de l'intégralité des 200 chars Leclerc rénovés. On peut parler aussi, bien évidemment, de l'armée de l'air et de l'espace qui ne pourra compter que sur 35 A400M en 2030, ce qui veut dire que ce sont les États-Unis qui seront appelés parfois pour nous transporter. Et nous pouvons aussi parler de la marine pour dire que seulement 15 frégates de premier rang, au lieu des 18 en 2035, des 18 prévues, sont planifiées. Mon général, ma question en 15 secondes est simple. Quel est votre sentiment sur ces arbitrages? Quels sont les éventuels impacts que vous voyez sur nos capacités opérationnelles? 56 secondes, c'est fait. Merci. Merci. Et enfin, la parole est à Aurélien Saint-Toul. Merci, Général. Je me permets de vous relancer parce que vous avez acté le principe de la sécurisation des JO, mais vous ne m'avez pas donné d'ordre de grandeur de la contribution des armées. Idem sur les fonds marins, je n'ai pas vraiment de réponse. Idem sur la question de la contribution des armées au SNU, le volume est exact. Évidemment, si c'est les 3 milliards qu'on imagine de la généralisation, ça n'est pas tout à fait la même chose que si c'est 150 millions. Je voulais juste rebondir aussi. Vous avez dit qu'il fallait privilégier la cohérence avant la masse. Je comprends très bien la logique. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a une critique, disons, de la LPM1 qui sous-tend cette observation. J'aurais aimé, dans ces cas-là, vous entendre sur le bilan de la LPM1 de ce point de vue. Et puis, la question de l'influence, j'aimerais savoir d'une certaine façon, puisque c'est une nouvelle fonction stratégique, si je puis dire, quelle est la dorèse qui va irriguer la mise en œuvre de cette fonction stratégique. 58 secondes. Merci pour cette nouvelle série de questions. Je rappelle que nous aurons environ une trentaine de minutes d'une séquence à huis clos avec potentiellement un nouveau propos liminaire du général, quelques questions de votre part et une nouvelle série de réponses. Mon général, vous avez la parole. Je pars, monsieur le député. En ce qui concerne fonds marins, somme, ça va être très clair, je vais vous le dire. Ensuite, volume Jeux olympiques Paris. Comme je vous l'ai dit, en fait, il y a bien évidemment ce qu'on se prépare à faire et ce qu'on fera au dernier moment. Mon souci étant un peu d'anticiper. Il y a un contrat 10 000 territoire national. Donc c'est l'enveloppe sur laquelle on doit être en mesure de faire dans une échelle de temps, qui est bornée, qui correspond en gros à la durée des Jeux olympiques. Donc je n'ai pas de chiffres véritablement à donner, mais c'est
c'est quelque chose qui se situe dans ce domaine-là, sachant que, comme je dis, c'est un événement exceptionnel, donc il peut y avoir une cotisation exceptionnelle. Mon véritable sujet étant d'anticiper, plutôt d'ailleurs pour des problèmes logistiques et de soutien, pour revenir au fond du sujet, que sur vraiment déployer les hommes. Ensuite, en ce qui concerne le SNU fait pas partie de la LPM, donc toute logique. Pour autant, bah oui, pour autant, je vous l'ai dit, en tout cas sur l'axe d'effort cohésion nationale, la jeunesse est bien identifiée comme étant un vrai centre d'intérêt des armées. Et donc, en fait, dans ce projet-là, quand il sera finalement un peu maintenant précisé, en fait, les armées seront bien évidemment concernées. Et c'est à la fois, je pense, leur devoir, mais aussi leur intérêt. Voilà, il faut juste que ça soit, comme toujours, quelque chose qui soit maîtrisé. Mais les travaux qui étaient en cours montraient que ça pouvait l'être. Mais je pense que c'est un vrai sujet national, le SNU. Ensuite, cohérence masse, c'est pas du tout une remise en cause de la loi de programmation initiale. Je pense que c'est aussi la manière dont comme j'ai dit, dont les objectifs et que les choix qui ont été faits dans les propositions par mes prédécesseurs et les choix qui ont été acceptés par vos prédécesseurs ou par vous-même pour ici, en fait, correspondaient à une époque. Donc maintenant, il faut seulement qu'on rattrape cette affaire-là. Et je pense que le sujet de la cohérence, aujourd'hui, est devenu pour moi essentiel et non pas, finalement, continuer à courir sur une cible capacitaire qui ne répondrait pas totalement aux besoins du moment et aux défis qu'on a à relever. En ce qui concerne l'influence sur le DORES, donc il y a effectivement un certain nombre de structures qui ont été mises en place, et c'est plutôt d'ailleurs dans l'organisation et dans l'intégration de l'influence dans la conduite des opérations. C'est plutôt une stratégie indirecte et probablement insuffisamment pris en compte dans ces dernières années et ne correspondant peut-être pas probablement totalement à une vision française de faire la guerre. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer et on a plutôt intérêt parce qu'en face de nous, je peux vous dire que nos adversaires, vous l'avez bien compris, eux n'hésitent pas. Mais si vous regardez bien, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites, en particulier en Afrique, qui montrent que les choses sont en train de changer. Ce n'est pas un domaine dans lequel l'espace informationnel, il n'y a pas de victoire décisive. Il n'y a pas quelqu'un qui, du jour au lendemain, gagne et élimine son adversaire. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais en revanche, on est aujourd'hui présent dans cet espace-là et nos compétiteurs ont bien compris qu'ils n'ont plus le champ libre. Monsieur le député, en ce qui concerne les décalages dans les livraisons, en fait, je vous l'ai expliqué, en fait, la réponse est le sujet cohérence. Si aujourd'hui, il faut qu'on mette nos stocks de munitions à niveau, en fait, c'est forcément quelque chose. Est-ce que j'ai besoin de véhicules ou d'avions que je ne pourrais pas déployer, soit parce que j'ai les munitions, soit parce que je n'ai pas l'autonomie logistique? Non. Mon sujet est de fournir un outil qui soit opérationnel et qu'on puisse engager. Donc, c'est, quand je vous l'ai dit, les deux points de vigilance qui étaient un sujet soutien, rééquilibrer les soutiens, deux, un sujet cohérence en termes de développement. Donc, c'est ça qui explique les choix qui sont faits. Ensuite, une réponse rapide en ce qui concerne la dissuasion nucléaire. En fait, la LPM ne prévoit pas de développement d'armes nucléaires tactiques. En ce qui concerne les SIC, dans la loi de programmation militaire, en fait, dans à la fois l'architecture du commandement, la manière de commander, mais également tout ce qui est réseau multisenseur, multi-effecteur, en fait, ça repose bien évidemment sur une capacité à établir une connectivité minimale en temps normal, hyperconnectivité quand on veut une bulle d'hyper-supériorité. Donc oui, il y a quelque chose qui est extrêmement important dans ce domaine-là, avec la poursuite de développement, mais c'est un peu... alors il y a un programme Titan qui globalise pour l'ensemble des armées. Chaque armée développant, elle aussi, sont avec des difficultés suivant les milieux, mais c'est quelque chose sur lequel on avance. Ensuite, en ce qui concerne les drones, il y a un vrai effort qui est fait. Donc les drones, en fait, ce n'est pas seulement les drones aériens. Alors, il y a effectivement des drones aériens dans les trois armées, mais un drone, même si on utilise plutôt le terme de robot quand ça ne vole pas, mais en fait, c'est quand même à peu près le même système. C'est des systèmes autonomes. Donc, bien évidemment, dans le domaine aérien, on a toujours un sujet de coordination dans l'espace aérien où le CDOA joue un rôle global. Mais en fait, ça nécessite une déclinaison un peu plus fine.
Parce qu'en fait, dans le ciel, il y a non seulement les avions, il y a aujourd'hui les drones, mais il y a également les obus, les roquettes. Et donc, quand on parle de capacité à conduire des opérations en interarmée et en interarmes, c'est en particulier une des réelles difficultés, c'est-à-dire la gestion de l'espace aérien. Et c'est aussi ce qu'on constate pendant la guerre, sur la guerre en Ukraine, la vraie difficulté des Russes à maîtriser ça. Et donc, de fait, un emploi de la part des deux belligérants assez compliqué de leur arme aérienne. Et en fait, c'est parce qu'en fait, ils ont du mal, et c'est très compliqué de gérer à la fois des systèmes de défense aérienne et de faire voler leurs appareils et leurs drones dans cet espace-là. Voilà. Donc, c'est une vraie préoccupation. Sur l'évolution du recrutement, en fait, la question se pose, mais moi, je suis relativement confiant et ce qu'on voit aujourd'hui le montre. En fait, c'est aussi l'avantage la caractéristique de recruter forcément dans la société d'aujourd'hui. En fait, les jeunes qui s'engagent, c'est pas quelque chose qui les inquiète véritablement de manier des drones, de travailler sur des écrans et de gérer de l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose, ça nécessite un effort, mais c'est pas quelque chose qu'il faut craindre tout spécialement. Alors, il y avait deux sujets sur les Outre-mer. Sur les Outre-mer, en termes d'infrastructure, il y a 800 millions qui sont prévus pour l'infrastructure Outre-mer au sens large. Et ensuite, il y a 10% d'effectifs en plus qui sont prévus assez rapidement Outre-mer, justement pour renforcer notre capacité, comme je vous l'ai dit, en deux couches. Tout d'abord, une première couche qui est durcir la résilience de nos dispositifs Outre-mer. Je l'ai précisé également, ce n'est pas seulement dans le domaine de la défense physique qu'il faut travailler, mais il y a un vrai sujet de renforcement de la cohésion nationale, aussi en Outre-mer, et de souveraineté, qui, à mon avis, est un vrai axe de fragilité si on n'y prend pas garde. Une question très précise sur les pommes. 6 patrouilleurs Outre-mer, plus 3 patrouilleurs anti-Guyane. Ensuite, en termes d'organisation du commandement, ce qu'on fait déjà aujourd'hui, mais il faut probablement encore accentuer ça, c'est bien évidemment être capable de travailler plutôt au niveau d'un théâtre d'opération. Il y a des COMSUP. Le bon exemple étant, il y a bien évidemment un COMSUP en Guyane, il y a un COMSUP aux Antilles, et pour autant, assez logiquement, ça forme une même zone opérationnelle. Et on s'aperçoit, pour ceux qui sont allés, que c'est beaucoup plus facile finalement d'entretenir et de disposer de bâtiments aux Antilles que de les... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'employer des bâtiments pour la police des pêches devant la Guyane, mais en revanche, en termes d'installation portuaire, pour tout un tas de raisons, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a une forme de mutualisation, à la fois dans les moyens, mais surtout dans l'emploi de ces moyens dans la zone anti-Guyane. Donc c'est ça quand on parle de réorganisation, en tout cas d'optimisation du commandement. Mais dans d'autres zones, c'est également vrai, en particulier dans le domaine Pacifique, dans le Pacifique.